Je vais vous parler de la normalisation européenne sur les forages d'eau et de géothermie. Juste quelques mots peut-être pour me présenter. Je suis hydrogéologue au BRGM depuis une trentaine d'années et j'ai commencé en fait à faire du suivi de forage dans un petit bureau d'études en Dordogne, un cabinet Angéli pour ceux qui connaissent. J'ai fait plusieurs dizaines de forages tous les jours sur le terrain. Et j'ai eu l'opportunité de reprendre mes études et de poursuivre avec une thèse avec le BRGM. Donc j'ai lâché cette activité de superviseur de forage pour faire plus d'hydrogéologie généraliste. De la modélisation, j'ai été embauché chez Antea où j'ai refait un peu de forage, cherché quelqu'un pour aller au Liban, suivre des forages. Et donc j'ai laissé tomber la modélisation pour suivre les forages. Puis j'ai fini par réintégrer le BRGM, toujours grâce au suivi de forage, en ayant fait pour le compte d'Antea des suivis pour le BRGM et j'y suis maintenant depuis 2001. Logiquement, j'avais été fléché comme référent thématique forage et ça m'a amené à participer à la norme AFNOR française donc sur les forages, dont la révision a été faite en 2014 et puis ensuite participer maintenant à la norme européenne sur les forages, dont je vais vous parler. Alors pourquoi une norme européenne sur les forages d'eau? Ouais, comme toute norme, hein, l'intérêt, c'est de renforcer la confiance des consommateurs quand on va acheter un forage d'eau. S'il est aux normes, on a une certaine garantie, une certaine confiance. C'est aussi protéger les professionnels vis-à-vis notamment d'attaques juridiques. C'est aussi garantir un niveau de qualité et de sécurité et protéger l'environnement et la santé dans tout ce qui est normatif, en particulier pour le forage. On fait attention aux têtes de forage, à ne pas mélanger deux aquifères, etc. Tout ça, c'est pour la protection de l'environnement et indirectement de la santé. Faciliter également l'accès au marché. Donc le but de ces normes européennes, c'est d'ouvrir les marchés en rendant les produits et les services compatibles et comparables. Donc qu'un foreur italien puisse venir forer en France et vice-versa, par exemple, en ayant le même niveau de qualité de service. Et puis améliorer l'interopérabilité entre les produits ou les services, avoir des normes de forage, d'équipement, de tubage, etc., qui soient compatibles dans les différents pays, etc. Alors, qu'est-ce qui existe déjà? C'est, comme vous devez le savoir, la norme française NFX10-999, qui était faite une première version en 2007, puis révisée en 2014. Donc c'est un travail collectif avec des membres d'une commission qui est la commission AFNOR X10M, qui proviennent de tous les milieux, industriels, institutionnels, académiques, professionnels du forage, et puis à diverses échelles, à la fois des grosses entreprises et des toutes petites. La norme décrit les règles de l'art du forage d'eau. Peu de pays, en fait, européens disposent d'un tel document. Mais c'est surtout les Allemands et les Pays-Bas qui ont les normes les plus complètes sur le sujet avec la France. Alors au départ, il y a une étude de faisabilité en 2015 qui est proposée par l'AFNOR sur suggestion du BRGM d'ailleurs, pour porter les documents français, c'est-à-dire la norme AFNOR sur le forage d'eau, au niveau européen. Et cette étude de faisabilité met en lumière la nécessité de développer des documents normatifs européens sur le thème du forage d'eau et de géothermie. Il y a une proposition donc, de l'AFNOR de créer un comité spécifique sur le forage. Et puis en avril 2016, une procédure de consultation et de vote auprès des 33 pays membres de l'Union européenne qui se termine par un vote positif. Donc, vote positif dit on va entreprendre l'élaboration d'une normalisation sur le forage au niveau européen. Et c'est ce qui est créé le 5 juillet 2016 avec le CENTC 451. Donc, CEN, c'est l'organisme de normalisation européen. Technical Committee 451. Il y a 13 pays qui se sont inscrits, donc ce n'est pas les 33 pays de l'Union européenne, c'est 13 qui souhaitaient participer. Et en fait, sur les 13, il n'y en a que 9 qui participent activement. Vous avez sur la carte ici donc, la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Roumanie. Et se rajoute le Royaume-Uni, qui n'est pas vraiment européen, mais au départ, ils s'étaient inscrits, donc on ne va pas les rejeter. Il y a un noyau dur, en gros, c'est l'Allemagne, l'Italie, la France, qui mettent en commun leurs normes pour servir de base de réflexion. Donc les normes sont traduites, elles sont distribuées à tous. Et deux groupes de travail se sont constitués, l'un sur le forage d'eau,
c'est le groupe numéro 1, l'autre sur les sondes géothermiques, le groupe numéro 2, auquel personnellement je ne participe pas, donc je ne vous en parlerai pas. Je parlerai simplement de la normalisation sur le forage d'eau. Mais sachez que sur les sondes géothermiques, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Donc si ça vous intéresse, l'animateur c'est Pascal Monod au BRGM. Pour chaque working group, chaque pays met en place une commission miroir, c'est-à-dire qu'il y a des réunions qui sont faites à l'échelle nationale avec des membres d'une commission nationale. Et puis, des délégués de cette commission nationale vont porter les idées dans des commissions plénières au niveau européen. En France, donc la commission miroir, en gros, ce sont les membres de la commission AFNOR, à peu de choses près, ceux qui avaient participé à l'élaboration de la norme AFNOR sur le forage d'eau. Les travaux en cours, c'est un document normatif qui aura 3 parties. Une première partie, la conception du forage, le design. Une deuxième partie, la réalisation du forage, donc la construction, les aspects plus opérationnels. Et une troisième partie sur les opérations de diagnostic, de maintenance et de réhabilitation. Alors actuellement, on est au chapitre 1, c'est-à-dire au design, après près de 3 ans de discussion quand même. Alors les raisons de ce retard, c'est déjà que chacun a des normes nationales qui sont très différentes les unes des autres, et donc des motivations qui sont contradictoires également, non seulement parce que ces normes sont différentes, mais parce que, on va le voir, tout le monde n'a pas les mêmes espérances sur ces normes. Il y a aussi un turnover des participants. Sur 3 ans, il y a des gens qui sont venus au début, qui ne viennent plus, et puis inversement, des nouveaux arrivants qui remettent en question ce qui a déjà été approuvé auparavant. Donc on piétine. À cela s'ajoute le Covid et en plus un déficit d'animation. L'animation est assurée par les pays que j'ai cités tout à l'heure, l'Allemagne, l'Italie, la France à tour de rôle. Donc la France avait démarré, ensuite ça a été l'Italie, et puis là c'est l'Allemagne, et on a eu quasiment 1 an sans relance, sans homogénéisation des documents envoyés, sans nouvelles de la part de l'animateur allemand. Donc ça piétine à cause des diversités des normes nationales. Vous avez ici à droite un exemple de des normes des Pays-Bas. En France, nous, on a une seule norme avec tous les aspects design, construction, réhabilitation. Mais en Allemagne, ils ont 24 normes, plus des spécifications techniques, ce sont des codes de pratique, de bonne pratique, les DGVW. Aux Pays-Bas, ils en ont 9. Ils ont des systèmes d'agrément, l'agrément de Forer, que nous n'avons pas. Qui couvrent des problématiques qui ne sont pas que du forage d'eau pour l'alimentation en eau ou l'irrigation, mais aussi les problèmes d'assèchement. Les Italiens eux-mêmes ont une norme sur la conception qui est beaucoup plus large que tout ce que les autres pays possèdent, parce qu'elle va couvrir également le travail du bureau d'études qui va faire l'implantation du forage, qui va regarder donc les aspects environnementaux, géologiques, hydrogéologiques, etc. Les Scandinaves, eux, ils ont des normes extrêmement simples. Ils ne cimentent pas, ils font des trous que dans du socle. Ils ont en fait pas besoin d'avoir énormément de détails. En tout cas, c'est ce qu'eux estiment. Et puis les Autrichiens, ils ont également une norme qui est assez complète, avec des chapitres assez particuliers, comme celui qui traite des puits à drains rayonnants, qui couvre 5 pages, alors que dans les autres normes, les puits à drains rayonnants sont à peine mentionnés ou inexistants. Bien sûr, tout ça, c'est lié à la géologie. Ce sont les sous-sols qui dictent un petit peu les pratiques des foreurs, et les pratiques des foreurs dictent les normes nationales. Alors, les motivations sont différentes, parce que pour certains, c'est offrir à ceux qui n'en ont pas un code de bonne pratique harmonisé à l'échelle européenne. C'est ma conviction personnelle, et c'est également celle de plusieurs membres de la Commission européenne normative, en particulier les pays qui sont là parce qu'ils n'ont pas de normes et ils aimeraient bien en avoir une. C'est également, pour certains, ne pas se fermer de marché, c'est-à-dire faire en sorte que la norme, quand elle va s'appliquer, elle n'impose pas un certain type d'équipement en fermant la porte à d'autres industriels qui voudraient faire d'autres types d'équipements. Pour d'autres encore, c'est imposer aux autres sa norme nationale. Alors, j'ai récupéré ça d'un site internet allemand, To transfer German content into the European standard without contradiction.
C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas, pour les Allemands, que la qualité de leurs normes soit dégradée par une norme européenne. Et donc, ils vont essayer de mettre tout ce qu'ils ont dans leurs normes dans la norme européenne. Ce qui n'est pas forcément négatif si la norme est bien faite. Et puis pour d'autres, au contraire, c'est adopter une norme la moins contraignante possible pour conserver sa norme nationale. Parce que ce que vous avez en haut à gauche, c'est un extrait du règlement qui dit qu'au sein de l'Union, des normes nationales sont adaptées par les organismes nationaux de normalisation. Et donc ces normes nationales pourraient conduire à des normes contradictoires et à des obstacles techniques dans le marché intérieur. Et donc le règlement prévoit le retrait des normes nationales après la publication d'une nouvelle norme européenne. Mais en fait, ça, c'est pas si clair que ça. Ce qui serait retiré, c'est les normes nationales incompatibles à la norme européenne. Donc, si la norme européenne est assez creuse et ne contraint pas les foreurs ou les pratiques, eh bien, à ce moment-là, ce sera la norme nationale qui serait la plus contraignante et ce serait elle qui serait conservée. La stratégie de certains, comme par exemple les Pays-Bas, c'est d'avoir une norme européenne qui serait la plus creuse possible, juste des généralités, de manière à ce qu'ils puissent conserver leurs propres normes. Donc vous voyez qu'on a des objectifs très différents les uns des autres et ce sont des discussions un petit peu complexes qui ont lieu à chaque réunion, un peu difficiles parfois, mais bon, ça se passe quand même dans la bonne humeur. Et donc, on en est à faire ce chapitre design qui comporte 20 chapitres, avec chacun des chapitres structuré d'une manière identique, avec un contexte, le background, qui rappelle donc le contexte où justifie la nécessité de l'article. Il est suivi d'un paragraphe requirement. Donc, les requirements, c'est ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Et puis, enfin, un paragraphe means to comply qui décrit les opérations à réaliser pour atteindre ces objectifs. Là, dans le design, on va essayer de s'intéresser à la conception de l'ouvrage et dans les means to comply, on donnera des directives pour réaliser l'opération, mais pas la manière de la réaliser, puisque la manière, ce sera dans le chapitre construction. Donc cette structuration en trois paragraphes, elle est inspirée de la norme hollandaise et c'est pas toujours simple à mettre en place et ça donne lieu à de nombreux débats. On a souvent du mal à voir ce qui fait partie du requirement et ce qui fait partie du means to comply. C'est une gymnastique un peu particulière. Alors, les principales différences avec la norme AFNOR, la norme européenne couvre des aspects qui ne sont pas dans la norme française, comme les chapitres 5 à 8 qui sont consacrés aux conditions environnementales et géologiques, aux contraintes que ça entraîne sur la réalisation du forage et inversement aux potentiels impacts du forage sur l'environnement. Donc, le but de ces chapitres, c'est d'insister sur les risques géologiques et hydrogéologiques et écologiques lors de la réalisation d'un forage. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas couvert par la norme AFNOR française. Le document européen, il insiste également dans ces derniers chapitres sur les contrôles entre les informations, cohérence entre les informations, entre les risques évoqués au début de la norme et les mesures mises en œuvre pour les réduire. Inversement, la norme européenne sera probablement un peu moins directive que la norme française sur certaines questions. Des questions sur lesquelles les pays ne sont pas d'accord entre eux. Par exemple, les questions sur les matériaux et les méthodes de remplissage de l'espace annulaire. Je pense en particulier à la cimentation. Les Scandinaves ne veulent pas entendre parler de cimentation. Les Allemands sont très partagés là-dessus. Donc, ils préfèrent parler de scellement plutôt que de cimentation, parce que scellement, ça peut être fait à partir d'autres matériaux que le ciment. Ils pensent en particulier que le ciment vieillit moins bien que la bentonite ou des argiles gonflantes. Enfin, dans d'autres cas, la norme européenne sera plus précise que la norme AFNOR. Il est par exemple indiqué qu'au sein du massif filtrant, on utilisera une vitesse de 3 cm par seconde comme vitesse critique, donc vitesse à ne pas dépasser lorsque l'eau pénètre dans la crépine. Alors toutefois, on a quand même, heureusement, des grands principes qui sont identiques, qui sont évidemment de respecter des espaces annulaires pour pouvoir faire correctement une cimentation ou un gravillonnage, mettre des centreurs, avoir des têtes de forage étanches, ne pas mélanger d'aquifères, masquer certains aquifères si on en traverse plusieurs, etc.
La suite de ces opérations de normalisation, ben, c'est une opération de longue haleine, donc il faut trouver un consensus. Alors plutôt que consensus, même je dirais compromis entre tous les acteurs. La diversité des métiers représentés entraîne des discussions longues et des contradictions parfois éprouvantes. Et le compromis n'est pas toujours possible. Et la solution de facilité, c'est un peu de tirer la norme vers le bas en disant, bon, ben, puisqu'on n'est pas d'accord, on va mettre une phrase générale. Par exemple, on n'est pas d'accord sur les 3 centimètres par seconde. On s'est battu là-dessus pendant un moment. Certains voulaient qu'il n'y ait pas de chiffres, simplement dire qu'il ne faut pas que la vitesse d'entrée dans les crépines soit trop forte parce que ça crée des turbulences, ça peut créer de la corrosion, de l'usure, etc. Non, nous, on a dit, dans une norme, il faut qu'il y ait, quand on dit trop, c'est pas suffisant, il faut qu'il y ait des chiffres, il faut qu'il y ait des formules, etc. Le compromis, ben, c'est de trouver le bon chiffre, quoi. Donc, le bon chiffre n'existe pas, mais c'est un chiffre qui sera probablement un peu arbitraire, mais reconnu par la majorité des membres présents. Sinon, ben, on tire la norme vers le bas, donc on ne fait qu'un document qui est creux, sans intérêt. Et je le répète, c'est évidemment la stratégie de certains qui préféreraient avoir un document creux et pouvoir se référer à leurs propres normes. Donc nous, dans ce débat, la position du comité français, c'est que la norme européenne, elle doit tirer vers le haut les métiers du forage d'eau, en particulier dans les pays qui n'ont pas encore instauré une normalisation sur le sujet, en apportant les conseils et les recommandations nécessaires pour la réalisation des forages d'eau, assurant la bonne exécution des travaux, la longévité de l'ouvrage, tout en respectant les contraintes environnementales et en limitant les impacts sur la nappe ou l'environnement. C'est l'ensemble des ressources européennes qui sont ménagées. C'est également une limite à la concurrence d'entreprises étrangères moins regardantes sur le territoire voisin que sur leur propre territoire. Donc voilà un peu notre position, la position que l'on défend au niveau européen. Et donc je suis disponible pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci. Oui, j'avais une question quand même sur, tu as parlé de tentatives de compromis, de consensus, puis après tu as parlé de majorité pour l'adoption de certaines partie par partie, si j'ai bien compris. Mais c'est comment se fait la décision? Est-ce qu'il y a un vote? Ça se fait en essayant de convaincre les uns et les autres de ses propres idées. Et à la fin, effectivement, quand il n'y a pas de consensus qui est obtenu, il peut y avoir un vote ou il peut y avoir un veto prononcé par l'un des membres. Voilà. Il peut y avoir des situations de blocage où on n'en sort plus et à ce moment-là, bah, on finit par se coucher. Quelque part, l'animateur décide de ne pas insérer une marque de tel ou tel membres. Ces discussions ont lieu en séance, mais également dans chacune des commissions miroirs, ce qui fait qu'il faut déjà être d'accord entre nous au niveau français pour pouvoir porter une idée au niveau européen. Et puis une fois au niveau européen, ben, on procède également par des fiches de commentaires sur les textes que nous soumettons. Donc ces fiches de commentaires sont centralisées dans la commission miroir et sont envoyées à l'animateur qui les resoumet en séance. Donc, on peut discuter 2, 3 fois de la même question et y revenir parce que quelqu'un simplement a remis un commentaire sur quelque chose qui avait déjà été approuvé, d'où le piétinement. Oui, donc c'est quand même une unanimité qui est recherchée. Quelqu'un peut avoir le droit de veto. Oui, oui, tout à fait. Vous avez une deadline? Oui, elle est bientôt atteinte. En fait, on avait 3 ans pour faire une première proposition et dire est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans une normalisation européenne. Donc on est arrivé au bout de ces 3 ans et si j'ai bien compris, mais là je suis pas du tout un expert dans les ficelles de la normalisation, mais j'ai compris que la normalisation sur le forage n'était pas officiellement inscrite, elle était qu'à l'état de gestation. Et donc du coup, eh bien, maintenant elle est inscrite et on a à nouveau 3 ans pour terminer. Vous allez sortir un document sur vos travaux. Est-ce qu'il sera diffusé largement? Alors, les travaux, ils seront effectivement diffusés. Déjà, ça circule au niveau d'un draft dans toutes les commissions miroirs, mais ensuite, ça va circuler beaucoup plus largement. Il y aura un appel à réaction, comme c'est le cas pour les normes AFNOR.
Donc là, par contre, je ne connais pas exactement les délais. Je sais que ça a été discuté lors de la dernière réunion. On ne va pas attendre d'avoir les 3 chapitres terminés pour soumettre aux questions les documents élaborés. Tu as abordé les difficultés pour trouver des compromis, et notamment cela reflétait la géologie, les points de vue des pays, reflétait aussi leurs pratiques qui étaient liées avec leur sous-sol. Est-ce que les discussions, les négociations ont tourné autour de l'adaptation du forage au contexte géologique et donc en fonction que vous êtes en contexte de roches magmatiques ou de roches granitiques ou de roches sédimentaires, telle ou telle méthode serait utilisée? Oui, alors le but de la norme, c'est d'être le plus large possible. Donc effectivement, on aborde ces aspects. La plupart du temps, sur des questions assez techniques comme celle-ci, on va se référer à une annexe. Donc en particulier, pour savoir quelle méthode est la plus adaptée pour telle ou telle roche à forêt, il y a une annexe qui détaillera les avantages et inconvénients des différentes méthodes, et ce n'est pas dans le corps même de la norme. En fait, on a le souci d'être aussi exhaustif que possible, d'avoir un document qui représente les bonnes pratiques, mais en même temps, on ne fait pas un manuel de forage, ni un ouvrage d'hydrogéologie. Donc il y a un équilibre à trouver entre tout détailler, tout expliquer, toutes les formules, etc. Et puis ne rien indiquer tout cela, évidemment. Il faut avoir un minimum de justification des recommandations qui sont dans la norme. Bon, mais je peux poser encore une question, beaucoup plus technique. Vous parlez de 3 cm par seconde d'entrée dans les crépines. Ceci inclut le développement ou uniquement l'exploitation? Alors, on en parle lors de l'exploitation. D'accord. On accepte que la vitesse critique soit dépassée. En plus, c'est une moyenne. Oui. Donc, elle peut être déplacée ponctuellement sur des courtes durées. Voilà. D'accord. Oui, je te sens moyennement optimiste, Alexis, sur l'aboutissement d'une norme. En fait, pour les chapitres sur lesquels vous n'arriverez pas, les pays n'arriveront pas à se mettre d'accord, est-ce que vous laissez un vide ou est-ce que vous, en annexe ou quelque part, vous recensez les bonnes pratiques des différents pays de manière à quand même passer une information et puis permettre à ce document incomplet d'évoluer un peu? Alors, oui, beaucoup en fait, dans la norme, il y a la différence notable entre Scholl et Schuld. Donc, Scholl, c'est tout ce qui est un caractère impératif, et Schuld, c'est ce qui est recommandé sans caractère impératif. Et si jamais il y avait une homologation qui transformerait la norme en une réglementation, eh bien, tout ce qui est en Scholl impératif sera obligatoire, et tout ce qui est en Schuld ne le sera pas. Et donc, on est souvent à discuter de ce qui a un caractère obligatoire ou pas. Et quand on n'est pas d'accord, la plupart du temps, ça se règle en disant, bon, vos idées sont bonnes, mais ce n'est pas applicable dans tous les pays. C'est peut-être valable en France parce que vous avez telle et telle formation géologique, mais ça ne l'est pas en Scandinavie, par exemple. Bien, mettez vos recommandations sous forme d'annexes. Et donc, effectivement, le volume des annexes commence à croître parce que c'est souvent la solution de mettre ce que l'on préconise comme paramètre, comme méthode, comme formule. On met ça sous forme de recommandations, de bonnes pratiques dans les annexes. Et c'est plus des spécifications techniques qu'une norme. Je vois qu'il y a plusieurs mains encore de lever. Thomas, tu as levé la main depuis un petit moment. Oui, effectivement, Alexis, tu laisses entrevoir que cette norme européenne, elle puisse tirer vers le bas les bonnes pratiques. Est-ce que si c'était le cas, on pourrait voir la norme française être mise à jour prochainement? Ça supposerait que la norme européenne
a priori, ne soit pas finalisé. Et autre question, est-ce que toi, tu as vu des bonnes pratiques dans d'autres normes ou dans d'autres pays qui pourraient s'appliquer à la norme française? Oui, sur la deuxième question, il y a beaucoup de points très intéressants dans les normes allemandes qui sont vraiment très fouillés. L'animateur technique de la norme, enfin de la commission allemande, c'est Georg Huben, qui est l'auteur d'un ouvrage sur la réhabilitation des forages et qui a vraiment, c'est vraiment un expert dans son domaine. Donc, il est capable de vraiment argumenter face à des individus qui parfois, souvent même des foreurs, qui préfèrent utiliser une règle du doigt mouillé que quelque chose d'un peu scientifique. Donc ça, c'est assez positif, effectivement. Je me rappelle plus de ta première question. Est-ce qu'on pourrait imaginer voir la norme française évoluer si le projet de norme européenne n'aboutit pas? Alors, peut-être, effectivement, si le projet de norme européenne n'aboutit pas, il y aura certainement une révision de la norme qui se fait de manière assez régulière en fonction de l'évolution des pratiques. Et ça c'est pas impossible. Par contre, alors si la norme européenne sort, eh bien, il est probable que la norme française soit amenée à disparaître. Mathieu? Ouais, t'as parlé pas mal de la création, mais est-ce que, t'as dit que t'avais pas le temps après d'arriver sur le suivi et l'entretien, mais est-ce que vous avez quand même abordé des choses et je rejoins un peu la question de Thomas, est-ce que du coup nos voisins ont des bonnes pratiques à apprendre et qu'on pourrait du coup ajouter, enfin voilà, toute la partie suivi et entretien. Alors, suivi entretien, bah, c'est le 3e chapitre. On n'a pas Ouais, du tout pas du tout. commencé à travailler dessus, non. Ah merde. On a juste les têtes de chapitre. Je reviens dans 3 ans. Alors non, mais Mathieu, ainsi que tous les autres, vous êtes bienvenus à participer à cette commission, parce que c'est très enrichissant, évidemment, même si j'ai l'air de dire que des fois, c'est pas toujours facile, hein. On apprend énormément. Et justement, c'est l'occasion de faire avancer un petit peu enfin, tout le train, quoi, d'être la locomotive d'un ensemble de choses qui vont améliorer le forage non seulement en France, mais aussi partout, je pense en particulier des pays comme l'Espagne où il n'y a pas de normes, ou la Roumanie, ils sont extrêmement demandeurs en Roumanie. Voilà, donc venez à cette commission. Là, il y a 2 personnes qui vont nous rejoindre. Il y a Alexandre Duzan qui vient de s'inscrire à l'AFNOR et qui nous a déjà rejoint récemment avec une collègue à lui, Zoé. Et puis Guillaume Dubroca également qui va nous rejoindre en janvier. Donc il faut 209 parce qu'il y a des gens qui partent à la retraite, qui abandonnent le projet et c'est dommage, quoi. Ça marche. Alors pour ça, il y avait une question tout à l'heure, pour ça il faut être membre de l'AFNOR, effectivement, donc il faut être inscrit à l'AFNOR, il y a une cotisation, et puis ensuite, ben voilà, on participe. Si j'ai bien compris, il faut être plus nombreux que les Allemands, c'est ça? Oui. Et les Allemands, c'est pas les pires, c'est surtout les Hollandais qui sont terribles. C'est vrai. Le prix, ça va faire une bonne transition avec la présentation suivante. Voilà. Laurence, tu avais une question? Ouais, une qui nous tient à cœur aussi en France, tu sais bien, c'est qu'à un moment donné, quand vous discutez là-dessus avec les collègues des autres pays européens, vous avez échangé aussi sur ce qui suivra après, un jour peut-être l'assertif ou l'agrément des foreurs, quoi. Oui, oui. Qui est déjà le cas en Allemagne, aux Pays-Bas. Ben oui.
Et est-ce que ça pourrait être, je sais pas, donc peut-être dans la dernière partie, ou que ce soit quelque chose qui puisse être associé à la norme européenne pour nous faire un peu inverser les choses en France, quoi. Mhm. Oui, Bon, je t'as pense pas le que pouvoir, voilà, t'as pas le pouvoir de réponse, je pense. s'il y a une dynamique, il y aura, les choses vont bouger, quoi. S'il y a une dynamique européenne, les choses vont bouger en France. Ouais, j'espère. Marche. Pour le prix de la cotisation AFNOR, je sais pas, parce que c'est pas moi qui la paye, mais il me semble que c'est 1000 ou 1500 € par an, C'est ça, quelque chose comme à ça. peu près, enfin, c'est l'ordre de grandeur.